Joyeux Noël et meilleurs vœux à tous nos téléspectateurs. C'est le tout dernier numéro de Ça fait débat pour l'année 2024. Oui, nous allons nous étendre sur l'année 2024, mais précisément l'actualité qui reste dominée par la tournée du président de la République dans l'espace Grand Kasaï. Après Chikapa, Mbuji-Mayi, le chef de l'État va aller au Kasaï, oui, à Chikapa, où il évoque beaucoup des dossiers. Beaucoup de dossiers en ce qui concerne la relance des différentes provinces, notamment la route Kalamba-Mbuji, le barrage hydroélectrique de Katende. On évoque également la question de 50 millions de dollars américains pour la relance de la MIBA Mbuji-Mayi. Oui, le chef de l'État fait des promesses durant son mandat, son deuxième mandat, qu'il compte respecter, c'est ce qu'il a dit. Il a également, il s'est étendu aussi sur d'autres fronts, notamment la question de la révision de la Constitution. On en revient, oui, la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Et pendant ce temps, le lien se renforce entre Joseph Kabila et Moïse Katumbi. Comment comprendre cela? Qu'est-ce que nous réserve l'année 2025? On en parle ici sur ce plateau avec des invités, pas les moindres, oui, des habitués, des intelligences également. Monsieur Olivier Sambaye, bonjour et bienvenue à vous. Bonjour, merci madame. Meilleurs vœux, joyeux Noël, on régularise. Meilleurs vœux, joyeux Noël aussi aux chers compatriotes avec qui nous allons partager ce plateau. Nous avons monsieur Henri Kalimassi, bonjour et bienvenue à vous. Oui, je rappelle aux téléspectateurs également que vous représentez l'Union Sacrée, plus précisément la FDC de Modeste Bahati. Bonjour madame. Je vous souhaite également les meilleurs vœux. Merci. Tout comme l'ensemble du personnel de Télé 50, en commençant par son directeur général Jean-Marie Kassamba. Je souhaite également mes meilleurs vœux à toute la population congolaise qui nous suit. Nous avons également M. Moucha Galoussa de la société civile. Meilleurs vœux, bonjour et bienvenue à vous. Merci beaucoup, Mme Arlette. Meilleurs vœux à vous, meilleurs vœux à tous les personnels de Télé 50. On va encore le dire à Jean-Marie Kassamba, spécialement pour les efforts qu'il ne cesse de fournir pour maintenir et pour porter au Télé 50, mais également meilleurs vœux à tous les collègues et à l'ensemble des acteurs de la société civile. Bonne fête, toutes les bonnes choses pour l'année 2025. Voilà, nous ouvrons le débat justement en ce qui concerne la tournée du président de la République. Oui, avant de le faire, il s'est étendu avec les députés et sénateurs de l'Union Sacrée pour revenir sur la question du présidium de l'Union Sacrée. Est-ce une conséquence aujourd'hui de ce silence après avoir évoqué la question de la révision du changement de la Constitution, M. Sambaye? Ben, vous savez, ce que le chef de l'État est en train de faire, c'est une sorte de pré-campagne, ce que je puis considérer de la question du changement de la Constitution, parce qu'il faut préparer les esprits. Que ce ne soit pas une question qui tombe comme les cheveux dans la soupe. Il faudra que la population puisse déjà s'habituer à ces concepts, afin que ça ne soit pas une surprise comme une nouvelle chose qui va se présenter. C'est pourquoi vous allez remarquer que le message est aussi lancé en même temps aussi à la communauté internationale, surtout pour la partie Est, parce que il vous souviendra que l'année passée, quand il est passé, pendant les élections, son discours était en lingala dans toutes ces provinces-là. Mais cette fois-ci, c'était en français. C'est pour dire qu'il ne s'adressait pas seulement à la communauté locale, mais aussi à la communauté internationale pour que le message soit directement entendu. Et quand il se présente chez lui, c'était pas une question parce que les changements se présenteraient déjà comme un acquis dans l'espace Kasaï. Là, il parle en famille avec ses frères. Mais revenons à ce qui concerne l'Union Sacrée. Celui qui n'est pas d'accord et qu'il quitte la barque, bon, c'est normal. En tant que chef, il veut que les gens puissent suivre sa ligne de conduite. Il a défini un modèle à suivre, un objectif bien clair à atteindre. L'objectif, c'est de changer la Constitution. Vous n'êtes pas d'accord, vous quittez la barque. Et il a déjà dit que personne ne peut lui empêcher de changer les constitutions, même pas la population, je pense, parce que quand il a dit que personne ne peut lui empêcher de changer des constitutions, c'est-à-dire même la population ne peut pas
Et il a le plein pouvoir de pouvoir guider aussi sa famille politique, l'Union sacrée. Que ceux qui ne sont pas d'accord, qu'ils quittent la barque. On a l'Union sacrée est composée de beaucoup de partis, en l'occurrence INCD Vital Caméré, AFDC des Bati Lokwe, représentés aussi par M. Rick ici. S'ils ne sont pas d'accord, qu'ils quittent. Mais est-ce que c'est pas contradictoire aujourd'hui? Parce que c'est vrai, on va parler du présidium, les membres du présidium qui représentent les regroupements politiques, qui est constitué des partis politiques. Aujourd'hui, si l'on veut en même temps élargir, ne plus avoir que les membres des plateformes, les responsables des plateformes politiques, mais plutôt le président des différents partis politique, est-ce que ce n'est pas en quelque sorte créer la confusion ou encore diviser les plateformes politiques en question? Vous comprenez, il faut d'abord se poser la question de savoir les présidiums qui sera composé de combien de personnes. Parce que s'il faut élargir à tous les chefs des regroupements, il y a combien de regroupements qui... Les chefs des partis politiques. Chefs des partis politiques, il y a combien de partis politiques composés l'Union sacrée? S'il faut parler en termes de nombre, nous aurons plus de 500 partis politiques. Alors vous avez 500 personnes qui sont dans les présidiums. Cela sous-entend que peut-être le chef de l'État a compris que ceux qui sont là, comme les ténors de l'Union sacrée, ne jouent pas peut-être franc jeu. Parce que les dangers peuvent se présenter du fait que il peut arriver à un certain moment qu'il puisse aller à contre-courant, à l'encontre de la vision du chef. C'est pourquoi il a élargi. Mais est-ce que c'est une bonne option? À mon avis, je ne pense pas. Parce que quand vous avez un groupe dirigé par plus de 500 personnes qui doivent décider ensemble, qui doivent se réunir dans différentes réunions, ça montre aussi la faiblesse au sein de l'Union sacrée où l'ordre n'est pas vraiment bien suivi. C'est le désordre, chacun veut faire des choses à sa manière. C'est la raison pour laquelle peut-être il a tapé du poing sur la table pour dire que celui qui n'est pas d'accord qu'il quitte la barque. Mais la meilleure façon de faire serait de remodeler l'Union sacrée en tenant compte des chefs des institutions actuelles. Parce que, au-delà du fait que nous avons, par exemple, le président de l'Assemblée nationale, c'est l'ancien président de l'Assemblée nationale qui faisait partie du présidium, c'est l'actuel, on peut changer. Vous avez l'actuel président du Sénat et l'actuel premier ministre peut demeurer, ainsi de suite. On remodèle un tout petit peu avec des gens qui peuvent rester dans la droite ligne des chefs de l'État. S'il faut parler de l'Union sacrée, en ce sens-là, c'est ce que je placerai comme mot. Monsieur Kalimassi, est-ce que... je ne dirais pas que ces démons de la division, finalement, continuent à rattraper l'Union sacrée. Parce que, ici, sur ce plateau, vous l'avez évoqué à un moment donné, sur la question de la révision, de la question du changement de la Constitution, quelque chose devrait se faire en amont. C'est-à-dire, en lieu et place de jeter le ballon comme l'avait fait l'UDPS à l'époque avec le CG Kabouya, commencer par se réunir en amont au sein du présidium avec les plateformes politiques et puis relancer la question. Déjà que c'était mal parti et à ce jour on se rend compte que ce silence du présidium dérange à ce que le président de la République a fini par réagir pour dire que finalement c'est lui qui n'est pas d'accord, quitte la barque. Madame, avant de réagir à votre préoccupation, je voudrais d'abord recadrer mon frère pour lui dire que le chef de l'État n'est pas dans une pré-campagne par rapport à la révision constitutionnelle. Nombreux l'ont accusé ici qu'il aimait beaucoup voyager à l'étranger qu'au pays. Mais maintenant, aujourd'hui, il fait l'itinérance au pays pour s'imprégner de la situation du pays sur les plans infrastructures, sur les plans sociopolitiques, économiques. Et sur ces plateaux, j'entends mon frère dire que le chef est dans une pré-campagne par rapport à la Constitution. Ce n'est pas le contenu de chaque sortie médiatique qu'il fait au niveau le président en itinérance n'est pas forcément obligé de tenir des meetings. Le président est en meeting alors qu'il est à une année de la campagne électorale qui s'est tenue en 2023 pour les élections de son deuxième mandat. Une année à peine après, il refait le tour de la République pour aborder d'autres thématiques. Carrément, c'est un discours de campagne que nous sommes en train d'écouter, carrément.
Madame, à moins que vous ayez vos intentions par rapport à la tournée du président de la République, moi je crois que lorsqu'un président de la République arrive dans une entité donnée de la République, il doit être accueilli. Et lorsqu'il est accueilli, il peut placer un mot par rapport à cette population-là, compte tenu de la considération qu'il a vis-à-vis de cette population. Il doit avoir aussi l'information auprès de cette population qu'il a élue. Raison pour laquelle le chef de l'État se présente devant cette population afin de s'imprégner de la situation de chaque province. Nous disons par exemple à Kananga, s'il n'était pas présenté devant la population, il ne saurait pas la situation de la province de Kasaï central par rapport à la route de Kalambambouji, par rapport au barrage de Katende. Vous comprenez? Peut-être que son gouvernement, au travers les ministres sectoriels, les trompe, mais en se présentant devant la population, au travers la clameur publique, les chefs peuvent savoir qu'est-ce qui réellement se passe par rapport à ce qu'il lui débourse comme moyen. Nous arrivons à Mbujimaï par rapport à la situation de l'Amiba. Les chefs s'imprègnent par rapport à la situation de l'Amiba et donnent les moyens pour la réhabilitation de l'Amiba. Il avait déjà prévu les moyens en arrivant, donc ça veut dire qu'il était déjà au courant de la situation. Écoutez, vous pouvez être au courant de la situation, madame. Nous ne sommes pas entre vous en guerre de questions, des jeux de questions et réponses. On veut comprendre justement. Mais au moins, on pose des questions pour comprendre. C'est ce que je suis en train de vous dire. Oui. Les chefs est dans une itinérance pour comprendre la situation du pays. Loin de lui, ce que pense mon co-débatteur, qu'il est en train de faire une pré-campagne par rapport à la révision constitutionnelle. Parce que la révision constitutionnelle, c'est un droit qui lui est reconnu. Il peut prendre une initiative pour la révision constitutionnelle et personne ne peut lui interdire ces pouvoirs-là. Je viens par rapport à celui qui n'est pas d'accord, il peut quitter la barque. Écoutez, madame, le président de la République, il est père de la nation. Au-delà d'être père de la nation, il est aujourd'hui l'autorité morale de l'Union sacrée, que nous considérons comme notre père dans une famille qui est l'Union sacrée. Et il n'est pas interdit à un papa, lorsqu'il réunit ses enfants, par rapport à certaines choses, qu'il prodigue des conseils, ou qu'il parle sous un ton pour recadrer les choses. Cela ne voudrait pas dire qu'il y a aujourd'hui la division au sein de l'Union sacrée. Seulement nous, comme partenaires de l'Union sacrée, nous pouvons dire, comme il avait dit à Lingala, que Oyo Alingite, Kolandanzela Rangai Tokabouane. Nous allons dire au président de la République, Tozabana Nayo, Tobundaki no ensemble pour pouvoir Oyo Toko Kabouanate, Tokozala na oti na suka. Yonde oza papa na biso, okoyeba Oyo Tolambaki, okabela mwana oyaye, poto sala nzela ensemble. Concernant l'élargissement du présidium, je crois dans une des émissions la fois passée, je l'ai dit, que ce ne sont pas les têtes qui manquent dans l'Union sacrée. Mais c'était peut-être la manière dont l'Union sacrée s'est comportée ou jouait son rôle par rapport à ces monstres à 6 têtes. Et j'avais donné les conseils au président de la République de restructurer tout simplement l'Union sacrée en nommant un coordonnateur et peut-être les sous-coordonnateurs adjoints qui devront désormais travailler au sein de la structure, chacun à ce qui les concerne, par rapport aux différentes dispositions ou structures qui seront placées dans la nouvelle structuration de l'Union sacrée. Qu'élargir les champs, peut-être tout le monde ne saura pas se contenir là-dedans. Mais si on peut mettre un coordonnateur qui désormais pourra chapeauter et conduire les autres, je crois que ça sera une bonne chose. Est-ce que ce n'est pas tard?
Parce que ce n'est vraiment pas tard aujourd'hui. Parce que cela a été réclamé depuis. Et les fissures se font sentir à chaque fois qu'il y a une décision qui doit se prendre, à chaque fois qu'il y a un discours doit se tenir. Vous l'avez longtemps refusé pour dire que vous ne voulez pas cette dictature du FCC. Mais aujourd'hui, cela vous rattrape carrément. On sent qu'au-delà du présidium, on sent qu'il n'y a pas une coordination, comme vous venez de le dire. Il n'y a pas une coordination en amont. Et ça change de forme à chaque fois qu'il y a des ambitions. Selon les ambitions, l'Union Sacrée change de forme. Madame, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Et on dit toujours on n'invente pas la roue. Hein. Elle existe déjà. Écoutez, madame, l'erreur est humaine. S'il y a eu une erreur par rapport à ce sens, c'est la raison pour laquelle nous qui sommes de l'Union Sacrée, nous sommes en train d'apporter des solutions ou des conseils à celui qui nous considérait comme notre père. Et il a le devoir et l'obligation de nous écouter. Nous ne l'imposons pas parce que nous n'avons pas ce pouvoir-là. Mais nous apportons les conseils pour essayer de changer la donne. Et rien n'est tard parce que nous ne sommes qu'à la première année du deuxième quinquennat. Raison pour laquelle je disais que le chef de l'État est dans une mission d'itinérance. Parce que nous venons de terminer la première année du deuxième quinquennat. Vous êtes sans ignorer que cette première année, pour que le gouvernement soit mis en place, ça nous a pris au moins 6 mois. Écoutez, vous comprenez, madame? Alors, le chef de l'État, par rapport à sa première mandature, il y a eu les PDL 145 territoires dont les fonds étaient sortis. Il voudrait quand même s'imprégner de la situation sur le terrain pour voir ce qui a été fait et ce qui n'a pas été fait afin de booster ce qui reste à faire. Vous comprenez, madame? Donc, ce n'est pas une mission de on en viendra, c'est la deuxième campagne. La seconde partie d'ailleurs. C'est une mission d'itinérance que le chef de l'État est en train de faire par rapport à tout ce qui a eu, comme mot d'une manière négative par rapport à ces voyages, alors qu'il faisait des voyages diplomatiques pour l'intérêt de la République. Mais aujourd'hui, il est en train de sillonner la République. On les condamne encore, ce qui est inconcevable, madame. Monsieur, vous êtes déjà en train de rire, de sourire même. Monsieur Mouchagalusa, oui, madame. On revient ici sur la question de l'Union Sacrée. On en est là. Aujourd'hui, comment comprendre ce discours du chef de l'État avec le contexte actuel? Parce qu'il faudra le dire, le premier mandat, c'est un mandat de séduction. Mais le second mandat, le second et dernier mandat, c'est un mandat de rééquilibrage ou de revoir les données, parce qu'on va vers le dernier mandat et chacun a ses ambitions. Est-ce que ce n'est pas vers cela que nous sommes en train de tendre? Oui, madame, faut-il parler de l'Union Sacrée? Je n'en suis pas membre, avec mon frère Kalima Zala dit, mais quand même comme observateur, comme acteur de la société civile, j'étais parmi les rares personnes à l'époque qui se posaient la question si l'Union Sacrée existe ou pas. Quelle est la vision de l'Union Sacrée? On disait la vision de l'Union Sacrée, c'est le président de la République. Alors, aujourd'hui, finalement, le chef de l'État nous donne raison, puisque lui-même constate qu'effectivement, l'Union Sacrée n'existe pas parce qu'il a dit que lorsqu'il a constitué l'Union Sacrée, il pensait avoir des gens qui croient à sa vision, qui vont l'accompagner, mais aujourd'hui, il se rend compte que effectivement, il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas. Raison pour laquelle il l'avait dit. Donc, il est convaincu. C'est la personne qui est placée au-dessus. Il sait voir, il a toutes les informations. Qu'il y a les gens qui sont à l'Union Sacrée, mais qui ne croient plus en lui ou qui ne croient plus à la vision de l'Union Sacrée. Et cette Union Sacrée, elle est en plus exclusive parce que quand on parle de la majorité, il y a aussi la majorité extra-parlementaire. Peut-être il y a des gens qui les soutiennent, mais qui ne se retrouvent pas dans l'Union Sacrée. Peut-être qu'on veut élargir pour essayer de mettre les gens dedans et que diminuer l'influence ou la puissance de certaines personnes parce qu'il est quand même inadmissible, peut-être pas inadmissible, mais incompréhensible de trouver un secrétaire général d'un parti au même titre qu'un président d'un parti. Mais c'est le secrétaire général qui gère des présidents des partis. Ça pose problème. Je crois qu'il y a beaucoup de choses qu'il faut régler, qu'il faut remodeler, comme venait de le dire Olivier. J'aime beaucoup ce terme scientifique, même si ça voile un certain nombre de choses. Quand on dit qu'il faut remodeler, donc il y a beaucoup de choses qu'il faut faire à l'intérieur. D'abord, ces présidiums-là, ceux qui ne sont pas à l'intérieur, comment il faut les ramener. Ceux qui sont là, est-ce qu'ils sont fidèles? Effectivement, il s'est rendu compte que l'Union Sacrée, peut-être d'ici 2025, va être chamboulée. Les gens vont commencer à partir.
connaissant les politiciens congolais, on vient de terminer une année, il reste 4 ans de mandat et les 4 ans, la dernière année, il ne faut pas la compter. Donc il y a ceux qui vont vouloir se positionner déjà en 2025 pour quitter et pouvoir dire que non, si le bilan est négatif, nous n'allons pas accepter de les partager. Donc certainement que le président de la République en chef de l'État, et ça je le concède, je l'en félicite, il a une vision déjà, il sait qu'effectivement les gens vont partir. Alors il veut anticiper pour cela, raison pour laquelle il les a réunis. C'est donc un rappel des troupes pour savoir que effectivement les choses ne marchent pas, mais on ne peut pas ne pas signaler qu'il veut les préparer pour l'accompagner dans ces projets de changement de la Constitution ou révision, parce que finalement il commence à reculer. L'Union sacrée commence à dire on n'est plus dans vraiment la ligne de conduite des changements. On dit on va réviser, puis on dit finalement si le peuple décide, s'il ne décide plus. Donc ce n'est plus la même vigueur. Et je pense que le président de la République, il est en train de nous suivre, il est en train de, à travers bien sûr ses services et tous ceux qui peuvent lui souffler à l'oreille, comme Kalemaza qui va en parler à l'autorité morale, qui va faire arriver les messages. Je suis de plus en plus convaincu que ce projet ne va pas aboutir. Parce que c'est un projet qui va diviser plus les Congolais que les réunir, je l'ai déjà dit. Mais également, il y a plusieurs fronts. Il y a le front social, il y a le front sécuritaire, il y a le front politique à l'intérieur. Et donc, le président de la République, lui restant seulement 4 ans, par cette année qui vient de passer, je ne sais pas, moi personnellement, vraiment, je m'excuse en toute objectivité. J'aime le président de la République, mais je ne sais pas qu'est-ce qu'il a déjà fait au cours de cette année que nous venons de terminer. Peut-être Kalemaza, je lui laisserai 1 minute pour me dire effectivement le bilan du chef de l'État pendant une année qu'on vient de terminer. Moi, je n'en vois pas. Et donc, si on va encore aller jusqu'à 4 ans, ça sera donc un bilan fini. Deuxième chose, et d'ailleurs, je crois que Kalemaza lui-même l'a dit, j'aime bien ce terme, j'allais vous féliciter, mais comme nous sommes devant des caméras, il dit « un monstre à 6 têtes ». Donc, quand vous qualifiez déjà quelque chose qui est la vôtre des monstres, or, nous savons quand même, même si vous demandez à un enfant, un élève de l'école primaire, les monstres, c'est quoi? C'est négatif. Donc, un monstre reste un monstre. Donc, un monstre ne peut rien produire de bon pour la nation. Si déjà quelqu'un qui a l'union sacrée qualifie l'union sacrée de monstre à 6 têtes, qu'est-ce qu'un monstre peut produire pour la République? Je ne sais pas, ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'union sacrée elle-même qui confirme que l'union sacrée, c'est un monstre à 6 têtes. Un monstre ne peut amener que la peur, ne peut amener que le malheur, que la misère, rien de bon. Et donc, ça ce sont des éléments qu'il faut prendre en compte. Et puis, à l'occasion, je crois, si j'ai bonne mémoire, je pense qu'on a annoncé qu'on va donner des véhicules, des jeeps encore aux députés, aux sénateurs et tout ce monde-là. Tout cet argent, avec ce que nous avons comme misère, avec tout ce que nous avons comme grève des enseignants, grève des médecins, et les gens qui sont déjà mieux payés, pourquoi on va encore les ajouter des véhicules qu'on va... On est en train de créer une fossée de plus en plus entre nous, la population, et on va créer un sentiment de haine entre ceux qui sont élus, pourtant qui sont censés nous représenter, et nous, le peuple, nous les voyons bien payés, on les donne encore des véhicules, alors qu'il y a des hôpitaux qui manquent, des ambulances. Si on prend... Tu vas terminer toutes les minutes. Si on prend 600 véhicules, me donner 1 minute. Divisé par autant d'hôpitaux que nous avons, 26 provinces avec... Donc, vous voyez, donc, le président, je crois, il n'est plus sûr de son union sacrée. Et quand il parle de ces tons, c'est un ton menaçant. Hein. Les chefs de l'État ont eu à l'ingité Tokabwana. Donc, c'est un message de menace. Et donc, je pense que lui-même, il sait que les choses ne marchent pas bien. Mais également, ce que je ne comprends pas, de croire que il y a seulement les gens qui sont pour lui alors qu'il est le père de la nation. Toute la population congolaise, c'est pour le président de la République. C'est lui qui nous représente. Nous, de la société civile et de l'opposition, nous n'avons qu'un seul chef de l'État. Et c'est pourquoi on dit père de la nation. Il ne faut pas donner l'impression comme s'il est pour les uns contre les autres. Je vais vous accorder son dans votre minute. Il va récupérer. Maître Innocent, bienvenue à vous. Et on reste sur l'union sacrée aujourd'hui, la configuration de l'union sacrée pour 2025. Avec quel objectif justement? Parce que le président de la République a été clair là-dessus. Celui qui ne veut pas l'accompagner n'a qu'à se séparer de lui. Entre-temps, c'est une reconfiguration avec élargissement, où on sait aujourd'hui que ceux qui représentaient, ceux qui étaient dissous dans le regroupement vont maintenant ressortir comme des présidents des partis politiques. Ok. Moi, je pense que la question de l'union sacrée, c'est une situation que la plupart doivent comprendre que d'abord, c'est une plateforme de l'ensemble des idéaux convergés. C'est-à-dire c'est une impulsion qui est convergée de plusieurs partis politiques.
l'élargissement du présidium de l'Union sacrée s'avère important pour représenter une configuration d'une nouvelle leadership. Il venait y avoir des élections dans ces pays. La fois passée, le même Union sacrée, il n'y avait pas de nouveaux têtes. Après l'élection, il y a eu des nouvelles configurations leadership collective qu'il fallait faire participer à la coordination décisionnelle de l'Union sacrée, de par le caractère de la représentativité d'abord. Il ne faut pas voir dans un contexte administratif d'une coordination administrative. D'abord, il veut faire représenter afin de faire approcher le caractère de communication. Vous comprenez? Donc, les élections passées, il y a eu les anciennes avec la nouvelle, et plutôt les quinquennats écoulants. Il y a d'autres personnes qui n'ont pas accédé à s'approcher à cette procédure de communication. C'est pour cet intérêt d'abord qu'il veut faire représenter les nouveaux élus une nouvelle configuration leadership. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, la politique est dynamique. La politique est dynamique. Il y a eu un quinquennat qui s'est écoulé. Dans ce quinquennat-là, il y a eu une évaluation. Dans cette évaluation, il y a eu des choses réalisées et non réalisées. Donc, il a une obligation de configurer une autre politique qu'il doit coordonner avec l'Union sacrée, qui est une plateforme qui l'accompagne dans sa vision. Est-ce que ce n'est pas ravir le pouvoir en soi aux membres du Présidium qui représentent les plus grandes plateformes politiques au sein de l'Union sacrée, les confronter aujourd'hui à leurs membres, c'est-à-dire ils ont des partis qui font partie, permettez la tautologie, membres intégrants des regroupements politiques. Est-ce que ce n'est pas leur ôter ce pouvoir-là sur leur plateforme politique, ce pouvoir décisionnel? Non. Regardez le premier quinquennat, c'est un pouvoir sur lequel lui-même personnellement, d'abord, il n'avait pas une majorité, c'était une majorité sous chirurgie politique. En voulant refaçonner une union sacrée qui devrait en principe l'accompagner à pallier à certaines difficultés dans son premier quinquennat. Mais cette fois-là, il y a eu une acquisition du pouvoir par la voie de la volonté du peuple avec les élections organisées. Et il fait participer toutes ces personnes-là. Et c'est ce qui fait la différence entre le premier leadership qui était collégial en premier mandat avec le 6 qui ont représenté les groupes de participation avec un consensus. Mais ici, cette fois-là, c'est bien étalé. Le reste pour des raisons tout simplement de participation et de communication rapprochée. Puisqu'en matière politique, lorsque vous ne communiquez pas correctement, vous arriverez à un certain moment, même vos actions et activités politiques ne vont pas correctement se concrétiser. Donc nous allons conclure que... C'est une logique. C'est une logique d'amélioration. C'est une logique de vision. La politique, c'est une dynamique. Lorsqu'on estime que l'enjeu politique change, il faut que le leadership aussi s'adapte à ces changements des enjeux politiques. Est-ce que ce n'est pas une politique carrément de séduction des présidents des partis politiques qui ont longtemps aimé se retrouver aussi sur la table des décisions en lieu et place de subir les plateformes? Non, il n'y a pas à subir. Subtilement les mettre en conflit avec les présidents. On sait comment les plateformes il n'y a pas de politiques, conflit tel que vous le croyez. Le chef de l'État a crié haut et fort sur la léthargie. Il n'a pas ciblé le caractère physique de certains participants à l'Union sacrée. Il n'y a pas quoi, comme vous vouliez le présenter comme chose, il n'y a pas de division ou fissure au sein de l'Union sacrée. Il y a tout simplement, lorsqu'il y a léthargie, le chef de l'État a l'obligation de faire interpellation aux personnes qui l'accompagnent, puisqu'il ne gère pas seul. Il gère avec l'ensemble des idéaux convergés, avec ses partenaires politiques qui sont membres de l'Union sacrée. Donc, excluez le caractère conflictuel au sein de l'Union sacrée. On peut parler de la léthargie, ce qui est tout à fait normal, l'œuvre négative d'un homme humain qui participe dans la gestion des restes publics. Donc, ici, il faut réitérer les choses autrement. Il a l'obligation de stimuler, il a l'obligation de mettre en place une nouvelle dynamique avec les mêmes personnes par voie de sensibilisation. La rencontre du chef de l'État avec ses membres de l'Union sacrée se situe rien que sur la sensibilisation. Alors, quelle est la touche particulière qu'il devrait y avoir? Parce que lorsqu'on évoque, par exemple, la question de la coordination, si vous n'avez pas pu gérer les 6 présidents, vous allez gérer les plus de 500 présidents? Attention, ce n'est pas le fait qu'il n'a pas géré les 6 présidents. Nous avons un objectif en politique, l'obtenir et le préserver aussi longtemps possible dans les valeurs limitées par le texte constitutionnel. Ça, vous devrez le savoir. Mais ici, nous disons le caractère dynamique de la politique.
lorsqu'on estime qu'il y a une léthargie, c'est une balance lorsqu'il est en train de gérer avec tractation sur le plan interne et tractation sur le plan international. Il lui est de ses droits de recadrer les choses et de réanimer les choses par la voie de sensibilisation. Ce jour-là, le président de la République n'a pas exclu quelqu'un, c'est peut-être une mauvaise récupération d'opinions populistes qui estiment que non, ça présage un échec. Non, attention, il faut revoir les choses autrement. C'est une personne de vision. Le président Tshisekedi est différemment des autres. Kabila caché quand il était gronde, puisque Kabila avait un revolver à côté. Tshisekedi lui estime que des valeurs démocratiques, des valeurs démocratiques, il aime s'échanger en tenant compte d'opinions de son partenaire qui s'échange avec. Donc je vous ai dit même la chose d'autrefois que c'est l'homme de la tolérance. Donc, monsieur Olivier Sambaye, on va s'étaler sur la tournée du président de la République. On revient quand même sur cette tournée du président de la République. Oui. On ne s'est pas vu. On se dit finalement avec tous ces différents projets, monsieur Kalimassi a dit de palper sur terrain tout ce qui est en train d'être fait, tout ce qu'il a promis, tout ce qu'il va réaliser. Mais à chaque descente, le chef de l'État a des mots bien précis. Lapidez-moi si je ne le fais pas à la fin de ce mandat. Sur les questions sécuritaires, il a été aussi tranchant vis-à-vis de Kagame, alors qu'il y a des tractations, par exemple, pour refaire le processus de Luanda ici en janvier. On se dit finalement, comment comprendre ces différentes tournées du président de la République? Je leur ai dit encore, c'est une phase où il faut préparer le mental de la population aux échéances futures. Et ce n'est pas un futur lointain, mais un futur proche. Changement de la Constitution. C'est la raison pour laquelle partout il est passé, certes on peut parler de l'itinérance, mais on revient sur le concept Constitution. Partout il est passé, il en a parlé. S'il faut palper de la réalité du droit, oui, c'est son devoir en tant que chef de l'État. Il faut qu'il s'imprègne de la réalité sur terrain. Mais déjà, s'il arrive à chercher à s'imprégner de la réalité sur terrain et qu'il découvre certaines choses sur place, comme ça s'est passé à Kananga et à Mbushima et ailleurs, c'est-à-dire que les personnes qu'il a placées ne font pas le travail correctement. Ils ne sont pas sincères et ils ne rendent pas les comptes comme il se doit au chef de l'État, c'est la raison pour laquelle il est en train de les constater. Mais partout où il est passé, il parle des concepts des constitutions. Je le redis encore que c'est une sorte de pré-campagne pour préparer le terrain afin de réviser, changer la Constitution. Mais permettez-moi de placer une réflexion. Madame, aujourd'hui nous parlons de l'Union sacrée. L'Union sacrée, c'est une plateforme qui appartient au président de la République. Et Joseph Kabila avait majorité présidentielle. C'était d'abord alliance pour la majorité présidentielle en 2006. Majorité présidentielle et jusqu'à la fin c'était front commun pour les Congolais. Mais analysons dans toutes ces plateformes-là, d'abord électorale, ensuite ça devient politique sans aucune forme juridique existante, ça regorge des partis politiques. Et ces partis-là, ce sont des partis parfois à des idéologies contradictoires. Moi je me demande toujours comment on arrive à se retrouver dans une telle situation. Et en ces temps-ci où la réflexion est largement développée, quelle est la finalité de tous les partis au sein de l'Union sacrée? Prendre les pouvoirs et travailler sous quelle vision? Parce que nous avons des idéologies contradictoires qui ne peuvent pas coaliser, marcher ensemble. Mais au nom de quoi? Au nom de la conservation du pouvoir, au nom du partage, je le dirais de façon claire, au nom du partage du gâteau. Parce que vous voyez, ils se battent de quoi? Ils se battent des postes. Je n'ai pas reçu autant de ministères, le poids politique, je n'ai pas tel poste, simplement parce que chacun veut se retrouver, se partager les gâteaux afin de s'offrir soi-même l'opulence et non penser à la population. Alors, la meilleure des choses à faire serait quoi? La meilleure des choses à faire serait qu'on repense notre façon de faire la politique. Si l'article 6 de la Constitution verrouille le pluralisme politique, on ne peut pas déboucher encore sur un parti-État. C'est encore verrouillé à l'article 7 de la Constitution. Et vous vous souviendrez qu'actuellement, je peux me permettre de le dire encore, que nous sommes en train de vivre la Mobutuité sans Mobutu.
Parce que MPR a été créé en 1967, parti-État, quoi que vous fassiez. Si vous voulez soutenir les chefs de l'État, vous devez être du parti-État, qui était le MPR à l'époque, et jusqu'en 1997, 30 ans après, ça a disparu. Mais aujourd'hui, c'est la même chose. Quand le chef de l'État est au pouvoir, il faut qu'il y ait une plateforme propre à lui. Et cette plateforme-là, vous trouverez tous les partis politiques, même aux idéologies contradictoires, vont accompagner les chefs de l'État. Donc, c'est une sorte de Mobutu sans Mobutu. Alors, la meilleure façon de faire serait quoi? Malheureusement, c'est la situation. Il faudrait qu'on repense la politique. En quoi faisant? Aujourd'hui, par exemple, pourquoi les PPRD, je reviens encore sur ça, et l'UDPS ne coalisent pas, mais s'affrontent alors qu'ils ont la même idéologie, social-démocratie. Ils ont les mêmes objectifs, c'est d'offrir à la population la meilleure des vies possibles. C'est la question que vous posez au PPRD. Reconstruction de la démocratie, la reconstruction, c'est le progrès social aussi, parce que quand on reconstruit, on donne à la population les progrès sociaux, la démocratie. Mais pourquoi ils s'affrontent? Parce que la finalité de l'agir politique au Congo, c'est pour les intérêts personnels et sordides, et non l'intérêt de la population. Ce qu'il faut faire. Parce qu'on parle des changements de la Constitution, révision de la Constitution, la philosophie du droit nous conduirait à dire que l'article 220, c'est juste un verrou. Nous avons fait toute une émission où cela a été expliqué, et j'étais très heureux de voir certains constitutionnalistes aussi le confirmer. Je salue le professeur Kaloubi, qui l'a confirmé, et que c'est juste un verrou, parce qu'il parle en constitutionnaliste qui maîtrise aussi la philosophie du droit. C'est-à-dire que l'article 220, c'est un article révisable, pas un article verrouillé. L'article 220, c'est un verrou placé sur des matières à ne pas réviser. Ce qui veut dire qu'on peut initier le changement de l'article 220 pour intégrer d'autres matières, pour verrouiller d'autres matières. On peut par exemple prendre l'article 71 pour dire que ça ne peut faire l'objet d'aucune révision constitutionnelle et que les élections ne se tiendront qu'à un seul tour. Le président sera élu à la majorité simple. On place les verrous. De la même manière que en touchant ces verrous-là pour intégrer d'autres matières, la philosophie du droit, parmi les principes constitutionnels, enseignera à ce qu'on puisse enlever aussi un article comme les verrous. C'est-à-dire quoi? On remodèle l'article 6 de la Constitution, sans procéder au changement, mais à la révision. En quoi faisant? En restructurant au fait les courants politiques qui puissent mettre les partis politiques ensemble. Le président de la République devait être issu d'un parti comme aux États-Unis d'Amérique, il est démocrate. Il a des démocrates avec lui qui l'accompagnent parce qu'ils ont déjà une vision qu'ils ne viennent pas trouver, mais une vision qui a préexisté à l'avènement du chef de l'État à la gestion de la chose publique. En ce moment-là, on l'accompagne non pas parce qu'il a une vision propre à lui, parce que nous avons une vision, nous avons des idéologies que nous incarnons. Qu'est-ce qu'il faudrait faire? Le Congo devait remodeler son système politique où on ne compterait pas 500 ou 945 partis politiques, mais on crée des grands courants partis politiques, des grands courants politiques, soit 2, soit 3. On peut faire le centrisme au milieu qui n'est ni démocrate, ni républicain. Et en ce moment-là, si on a des partis socialistes, par exemple, on a tous les partis à idéologie socialiste. On les coche dans la Constitution. Vous créez votre parti politique, si l'idéologie est le socialisme, vous vous retrouvez directement dans les grandes plateformes qui est le socialisme. À ce moment-là, on peut organiser des primaires, de telle sorte que lorsqu'il y a les primaires, on élit les présidents des partis socialistes qui ira aux élections et tout le monde va l'accompagner. Mais qui va le faire? Qui va le faire aujourd'hui? Si on revient sur cette question, vous aurez le temps d'intervenir dans votre temps de parole. Monsieur Kalimassi, on revient quand même que sur la tournée du chef de l'État. Autant je dirais, autant de promesses, on va le dire comme ça. Aujourd'hui, on revient encore sur la route Kalamba-Mbouji qu'il a eu à inaugurer pour les travaux. Rien n'est fait. Et vous sentez même la colère de la population qui s'est plaint pendant la période de campagne, qui revient encore pour revendiquer les mêmes problèmes. Mais quel est le réel problème qui se passe? Est-ce un problème d'hommes réellement? Parce qu'on sent que ces problèmes sont pour Kananga par exemple, la route Kalamba-Mbouji et le barrage Katende, c'est les deux seuls points forts qu'il faille résoudre dans cette partie de la République démocratique du Congo. La question de la MIBA aujourd'hui, on revient avec les 50 millions. Est-ce que ce sera suffisant aujourd'hui? Parce que déjà, les travaux qui devaient être faits, par exemple à Kananga, ont été détournés. Qu'est-ce qui montre que les 50 millions va suffire et qu'il sera utilisé à bon escient? Est-ce que le problème, c'est descendre sur terrain, parler avec la population ou
un suivi continu pour justement la réalisation concrète de tout ce qui a été annoncé? Je crois que, madame, vous me laisserez le temps sans contre-attaquer comme vous le faites à nos deux co-débatteurs, parce que quand nous parlons, vous nous contre-attaquez minute par minute, seconde par seconde. Parce qu'on veut éclaircir. Mais lorsque eux parlent, vous les laissez, c'est parce que eux, on ne sait pas ils sont de quelle obédience. On ne sait pas s'ils sont de quelle obédience. Madame, comme le disait le maréchal Mobutu, le chef de l'État n'est pas un magicien. Pour voir tout ce qui se passe sur le terrain en étant dans son quartier de l'OIA. Le chef de l'État, lorsqu'il met un gouvernement en place, c'est-à-dire, il met toute sa confiance à ce gouvernement. Mais dans chaque famille, il ne manque pas des enfants égarés. Et ça, nous n'allons pas coller ça au dos du président de la République. Dans le gouvernement, nous avons des enfants Raison égarés. pour laquelle le président de la République avait demandé au Premier ministre d'évaluer ses ministres. C'est pour dire que le chef de l'État en nommant les gens, il ne connaît pas leur cœur. Surtout que le gouvernement en place est ici de plusieurs familles politiques. Vous comprenez? Raison pour laquelle il ne lui est pas empêché de descendre sur le terrain et d'écouter la population. Pourquoi pas d'avoir de nouvelles directives pour réparer ce qui n'a pas été fait. Voilà la présence, et j'insiste encore, que le pourquoi de la présence du président de la République est sur le terrain. Ce n'est pas ce que dit nos co-débatteurs par rapport à la révision et d'en train de faire la campagne, non. Et même si c'était la campagne sur la Constitution, il peut poser la question à la population par rapport à une initiative qu'il peut prendre concernant la révision constitutionnelle qui est un droit contenu dans la même Constitution. J'ai entendu M. Mouchagaloussa qui m'a dit de m'accorder une minute qu'il ne l'a pas fait parce qu'il est de la société civile, mais quelqu'un de la société civile qui ne tient pas à sa parole. Me demandant le bilan du président de la République, si je peux lui parler du bilan. Vous pensez que la population congolaise est naïve pour accorder au président de la République un deuxième mandat, de surcroît avec 73,34%? C'est parce qu'ils ont vu dans lui une vision. C'est parce qu'il avait commencé quelque chose au travers le PDL 145 territoires. Dans mon territoire de Pangui, il y a des écoles, il y a des hôpitaux qui ont été construits. Dans le territoire de Kaïlo Maniema, il y a des écoles et des hôpitaux. Et dans tous les territoires de la République, il y a un échantillon valable par rapport à ça. Je parlais pour cette année, une année déjà, le passé. Oh, vous commencez à corriger, vous voyez madame comment... Non, il avait parlé de l'année. Voyez les mauvais en une année. Mais écoutez, nous parlons des mandats. Il y a le premier mandat, il y a le deuxième mandat. Une société civile partisane. Et quand le chef de l'État dit, par rapport à cette constitution, il y a la lourdeur de la mise en place du gouvernement et des institutions, il faudrait réviser pour voir une autre méthode, afin de permettre, même si ça ne sera pas lui, à un autre président qui viendra, une fois qu'il est élu, il peut être en mesure de mettre un gouvernement à moins d'un mois pour commencer directement, afin qu'il ne soit pas condamné par Mouchagaloussa comme il le fait aujourd'hui. Vous le condamnez encore et vous criez partout, alors que le chef de l'État a présenté une situation et il a dit que c'est en 2025 qu'il mettrait une commission en place pour savoir s'il va réviser ou changer la Constitution. Mais c'est tout le monde qui chante négativement, comme si le chef de l'État avait tué quelqu'un, alors que c'est dans ses prérogatives constitutionnelles. C'est pour vous dire que le bilan du président de la République, par rapport au premier quinquennat et par rapport à la première année de son deuxième quinquennat, est largement positif. Et vous devez savoir que tout est processus. Nous sommes quand même des intellectuels, vous ne pouvez pas commencer à monter un plan aujourd'hui et demain terminer la maison. Il y a un moment qu'on peut monter un plan, il y a un moment de construction et il y a un moment d'inauguration. Vous n'allez pas me dire que depuis que le président de la République est là, il n'a pas achevé ce que le président Kabila avait laissé comme chantier. C'est un suivi
de ce que son prédécesseur avait commencé et que lui a pu achever. Vous comprenez, M. Mouchagaloussa? D'accord. Par rapport à la tournée, toujours du président de la République, qui oublie que l'AMIBA est tombé en faillite pendant les régimes passés et qu'il est en train de faire tout pour relancer l'AMIBA. Et lorsqu'il met 50 millions pour l'AMIBA, Madame Arlette Boutella est là pour dire, il avait déjà commencé, est-ce que... Écoutez, moi j'étais en Bujimaï pendant 9 ans. Je n'ai jamais vu Joseph Kabila donner 50 millions à l'AMIBA. La première fois qu'il était à l'AMIBA, il avait donné 10 millions. Des chèques sans provision. 10 millions, non pour la relance de l'AMIBA, mais pour la certification des gisements de l'AMIBA. Chèques sans provision encore. Vous comprenez? Mais aujourd'hui, Félix Tshisekedi arrive. Il dit par rapport à la relance de l'AMIBA, parce que l'AMIBA joue le même rôle que la GECAMINE aujourd'hui, saucissonné à Maïni. Si je peux relancer l'AMIBA pour contribuer à l'essor économique du pays, vous voulez les taxer encore négativement, madame? Qui n'avait pas vu comment les députés ont interpellé Guy Saro au Parlement, le ministre des ITPR? C'est parce qu'on a constaté ça et là que les choses ne marchaient pas. Nous sommes des démocrates. Dans l'union sacrée, c'est la démocratie. Quand je parle d'un monstre à 6 têtes, c'est un concept que chacun de nous peut définir à sa manière. Mais nous, en tant que démocrates, nous pouvons conseiller au président de la République que ces monstres à 6 têtes n'avaient pas marché. Si aujourd'hui, vous voulez mettre une coordination qui pourra, un coordonnateur, disons, qui pourra gérer les autres, en fait de conduire. Pourquoi pas d'élargir, pas à la manière dont vous pensez que les 500 partis politiques seront dans le présidium. Non. Chaque structure a une organisation dans son... Il y a des conseillers politiques, des conseillers administratifs, et ainsi de suite. C'est dans ce sens-là qu'il compte élargir. Ce n'est pas dans le sens de diviser. Et nous apportons un conseil en demandant au président de la République, au lieu d'élargir le présidium, il peut mettre en place une coordination chapeautée par un coordonnateur et les autres sont des sous-coordonnateurs, chacun dans son domaine. Je voulais me compléter pour que vous aurez à le compléter. Vous aurez à le compléter après, juste après M. Mouchagaloussa, entre-temps, pendant ce temps, l'on voit que ça bouge également du côté de l'opposition. Joseph Kabila qui se rencontre avec Moïse Katumbi, tous deux à l'extérieur du pays, et on voit un communiqué pond par M. Olivier Kamitatou qui annonce justement cette union pour un peu parler évoquer le régime Tshisekedi comme un régime un peu dictatorial. Oui, tout à fait, madame Arlette. Je suis très à l'aise avec mon frère Kalemaza ici. Permettez de prendre juste 2 minutes, 1 minute d'ailleurs sur la question de l'union sacrée. Je pense qu'Alemaz en parle comme un monstre. À l'époque, on allait qualifier ça de manquement aux idéaux du parti, si c'était des services, mais on comprend qu'il y a la démocratie au sein de l'union sacrée. Raison pour laquelle, même quand on regarde de plus près la réunion qui avait eu lieu la fois passée à la Société de l'Union africaine, on n'a pas vu Vital Kamerhe et Modeste Bahati Lukwebo à cette réunion-là. On suppose est-ce qu'ils ne sont pas d'accord avec ce qui devrait se faire, est-ce que c'était d'une manière fortuite. Mais moi, connaissant les 2 hommes, je peux dire 2 éléments sur les 2, avec presque conviction que je ne me trompe pas. On oublie généralement que Bahati, pour le moment, Bahati est frustré au sein de l'Union sacrée, puisque la moisson qu'il a apportée en termes de représentativité nationale et provinciale, ce n'est pas de la même manière qu'on l'a récompensé. On essaie quand même d'observer. Et Bahati n'est pas n'importe qui, c'est un fin policier depuis longtemps. Et qu'on n'oublie pas que c'est Bahati, le professeur Modeste Bahati, qui a été à la base du chambardement du FCC pour la composition ou pour la naissance de l'union sacrée. Bahati, si on le néglige, si on ne prend pas en compte, puisque je ne vois pas qu'est-ce qui pouvait l'empêcher de ne pas venir. Mais comme c'est un homme... Il était dans une invitation en Chine. Non, Jacques... Invité par un parti socialiste communiste chinois. Les images témoignent. Pourquoi vous voulez douter d'une invitation d'un président d'un parti ou regroupement politique qui est autonome
invité en Chine. Monsieur Kalimassi, un point, mais pas pour l'invitation du chef de l'État. Monsieur Kalimassi, on comprend qu'il a récupéré son 1 minute. Oui, continue. Voilà, je suis en train de vous soutenir par contre qu'il ne faut pas négliger la position de Bahati au sein de l'Union sacrée. Et si on veut tenir que l'Union sacrée dure et que ça puisse produire, il faut compter sur Bahati. S'agissant de Vital Kamerhe, et peut-être Vital Kamerhe aussi, on n'oublie pas qu'il y a eu des accords de Nairobi. Le président devrait faire le premier mandat et puis le deuxième mandat, il a fait, Vital Kamerhe a laissé. Peut-être qu'il voit que le troisième mandat ne doit pas avoir, parce que je l'ai dit, pour chuter sur la question des rencontres de Joseph Kabila et Moïse Katumbi, personne ne fera plus un troisième mandat dans ce pays. Nous avons déjà goûté à la beauté de la démocratie et je pense que ceux qui sont en train de conseiller ou ceux qui sont dans l'illusion de croire qu'on fera un troisième mandat ou un premier mandat de nouveau quinquennat, il faut enlever ça dans la tête. Ça n'aura plus jamais lieu dans ce pays, peu importe ce qu'on va faire, à moins que de gouverner la terre et non pas des hommes. Je pèse bien les mots et je l'assume. Et donc, peut-être Vital Kamerhe n'étant pas d'accord avec un probable futur troisième mandat ou un probable premier mandat du septennat, il a préféré ne pas se présenter. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau-là. Je termine cet élément-là. S'agissant de la visite du chef de l'État dans les Kasaï, effectivement, moi, j'ai failli avoir des problèmes avec des services et tous ceux qui me voyaient. J'étais tout le temps contre le déplacement du chef de l'État à l'extérieur du pays. S'il nous a compris, vous le savez, Arlette, je l'ai toujours dit, comme il commence à faire les itinérances, en tout cas, bravo président de la République, nous voulons qu'il puisse tourner, qu'il puisse organiser ça dans toutes les provinces. Je le soutiens à 100%, je l'encourage, je le félicite. Il a l'occasion de palper de doigts les réalités de terrain et à ce moment, il peut apporter des solutions idoines à tous les problèmes. Et donc, s'agissant de l'argent du Kasaï qu'on a développé pour Kalambambouge et pour l'Amiba, je voulais vous dire, mon frère Kalimassi, ce n'est pas l'argent qu'il débloque. Ce n'est pas son argent, il faut corriger ce langage. C'est l'argent de l'État congolais. Et donc, il ne faut pas chercher, vous avez dit que le président de la République, il est démocrate, il ne faut pas chercher à les rendre dictateurs ou à continuer. C'est l'argent de l'État congolais, ce n'est pas l'argent de son excellence Félix Antoine Tshisekedi qu'il tire dans sa poche pour donner. Et donc, ça, je préfère qu'il faut corriger cela. C'est l'argent du contribuable congolais. Maintenant, s'agissant des deux projets-là, Kalambambouji et Miba et la cité de Katende, on débloque toujours l'argent dans ces pays. Des millions et des millions qui se volatilisent, qui partent en fumée, ceci, cela. Pour cela, j'encourage le président de la République et j'ai une recommandation à faire au regard des multiples détournements, au regard des faiblesses des différentes structures et mécanismes impliqués dans la lutte contre la corruption et les détournements. Je propose qu'on puisse associer, au-delà de tout ce qu'on peut apporter comme observateur, l'inspection générale des finances dans ces projets-là, Gilles Alinguetti. De fait qu'il est le seul jusqu'à ce jour, on peut tout dire, mais il est le seul qui essaie de faire quelque chose pour lutter contre la corruption et les détournements. Puisque j'ai peur effectivement qu'on puisse débloquer 50 millions et que la route ne sera jamais asphaltée, que l'Amiba ne sera jamais relancée et que finalement cet argent va être empoché dans des opérations retour ici à Kinshasa et va disparaître. Raison pour laquelle j'encourage le président de la République, je le soutiens et je recommande qu'on puisse associer l'IGF étant donné que jusqu'à ce jour, c'est la seule structure au moins où c'est le seul courageux que je constate qui ne cesse de traquer ceux qui détournent l'argent pour que finalement on puisse avoir ces projets-là et que... La rencontre Joseph Kabila. La rencontre de Joseph Kabila, effectivement, avec Moïse Katumbi. Je crois qu'il ne faut pas prendre ça à la légère. D'autant plus que parmi les hommes les plus démocrates dans ces pays, je crois que Joseph Kabila, quand même, c'est un modèle. D'autant plus qu'il a accepté de faire passer les pouvoirs d'une manière pacifique, d'une alternance pacifique, à quelqu'un qui venait de l'opposition au détriment de quelqu'un qui était de son parti. Et comme vous avez dit, certainement que c'est un militaire bien formé, mais qu'il avait déjà laissé en tant que président de la République. Mais s'il avait toujours les revolvers à ses côtés, comme vous l'avez dit, pourquoi il n'a pas imposé Chadari? Donc, c'est un démocrate, ce n'est pas un problème de revolver, ce n'est pas un problème d'avoir été militaire. Et je pense qu'il se rend compte de plus en plus, et ça, je ne sais pas qui conseille le chef de l'État. Pourquoi on veut rendre le président de la République dictateur alors que c'est un démocrate? Le fait déjà des suspicions de croire qu'il peut faire 3 mandats, on est en train de mal les conseiller. Et à ce moment, nous de la société civile, nous sommes pour une alternance pacifique en 2028.
Et nous, nous battrons pour la stabilité des institutions, en commençant par la première institution, le président de la République, jusqu'aux autres, pour qu'il passe les flambeaux à quelqu'un d'autre. Et à ce moment, on aura les sages de la République, Joseph Kabila, Félix Tshisekedi, et l'autre qui va venir. Monsieur Innocent, on va chuter avec vous. Oui, le mal de cette histoire de révision ou changement, c'est puisque c'est venu de Félix Tshisekedi comme personne physique. C'est ce qui vous fait mal. Puisque jusqu'à preuve du contraire, vous faites un débat stérile. Vous serez surpris. Ça sera le deuxième personnage qui va respecter les options idéologiques de son père. Félix, peut-être ne se représentera même jamais. Ce que je vous dis, enlevez-vous de la tête. Mais l'IDP aura l'obligation de repostuler à la tête de l'État congolais. Ça, c'est des valeurs démocratiques. Donc, je ne vais pas même faire ces débats-là spéculatoires ou des débats tout à fait stériles. Mais j'entre dans des choses très importantes. Et l'AMIBA, il y a eu des choses que vous ne maîtrisez pas des fois dans le concept de la gestion participative des fonds sur la libéralisation du secteur minier. L'AMIBA, Laurent Désiré Kabila, quand il est venu, il avait morcelé, il a donné Sengamine ici, il a privatisé. Il y a eu une prise en otage pour ne pas le relancer. C'était tout un processus. D'abord, il fallait récupérer les gisements. En matière minière, c'est la stabilité du résultat géologique qui fait savoir s'il y a combien de fonds qu'on peut investir. Donc, avec toutes ces circuitations privées qui ont participé à la gestion de cette institution publique, ils ont presque épuisé tous les polygones où il y avait des matières pendant très longtemps parce qu'ils étaient incontrôlés. Maintenant que l'État congolais, par la voie tout à fait procédurale d'évaluation, bien sûr avec l'IGF, ils sont arrivés à un point que maintenant l'État congolais peut rester encore 100% actionnaire et récupérer cette institution sociétale publique. Donc, on évalue, on estime qu'on peut mettre 50 000 pour son relancement et savoir comment est-ce que ça peut se relancer. On n'a jamais investi un fonds quelconque où vous allez prétendre qualifier certains voleurs ou pas. Donc, de même qu'à Lambambouji, la première étape a été la maquette, a été une étude sur terrain, a été les remblayages. Deuxième, c'est l'œuvre maintenant qui doit entrer, ça doit être évalué. Sauf qu'il y a un retard de déboursement. Pourquoi? Puisque l'IGF souhaitait d'abord s'imprégner du premier ouvrage. Tous ces détails-là, la plupart ne veulent pas le maîtriser. On ramasse les informations et on l'octroie directement à l'action politique. Non, c'est pas ça. Ça, je passe. Et Joseph Kabila et Moïse Katumbi Tchapo. Moi, je me demandais, jusqu'à preuve du contraire, on a lancé ces changements constitutionnels. L'opposition n'était pas unie pour faire une résistance. Nous sommes contents. Il faut qu'il y ait une résistance pour faire valoir de l'option démocratique. Donc, chaque option prise en termes, par exemple, de vouloir réviser ou changer, nous devons avoir le caractère contradictoire qui définisse les choses pour éclairer l'opinion publique, afin que cette opinion demain se prendra en responsabilité pour aller au référendum, afin de donner aval ou pas donner aval. C'est un enjeu démocratique. Je m'étonne que vous appelez Tshisekedi dictateur. Non, je me rappelle... Vous voulez le faire dictateur? Non, attention, Mouchagaloussa. Il n'y aura jamais un débat scientifique, intellectuel, politique dépassant celui de la conférence nationale souveraine. Jamais dans ces pays. Même Saint-Site. J'étais à côté de Joseph Olengankoy. J'ai vu le débat qu'il y a eu à Saint-Site. C'était zéro. Je vous dis zéro. Sur le plan des échanges. Voilà ce qui a attesté même Etienne Tshisekedi a signé sous réserve les acquis de Saint-Site. Aujourd'hui, Félix Tshisekedi, il n'a pas imposé, pardon. Concluez parce qu'on est arrivé à la fin. Être dictateur, c'est ce qu'on a fait de cette constitution de 2006. Vous aviez cassé tout ce qui a été fait par tout un peuple à la conférence nationale souveraine. La constitution qui vous a donné le pouvoir. Pardon, non, laisse-moi d'abord... Grâce à... Non, écoutez, c'est grâce à la thématique... Monsieur Innocent, concluez. Je chute une minute, madame. Quelques secondes. J'ai dit ceci. Vous aviez cassé les acquis de la conférence nationale pour nous amener cette histoire de Saint-Site qui a distribué les intérêts des belligérants. Vous voyez un peu ça. Aujourd'hui, quand on veut faire quelque chose d'authentique, on veut ramener notre peuple à la compréhension. C'est à ce peuple de se décider.
J'ai été content Kabila, il ne s'est pas écarté des pratiques démocratiques. Il dit, je demande au peuple congolais à la résie. Au moins cette opinion-là, je le retiens. Mais parler du changement ou parler de la révision, ça ne sera pas un miracle. Changer même, déverrouiller les 220. Maître Innocent, je vous dis merci. Nous sommes arrivés à la fin. Nous vous disons merci. Merci également à monsieur Olivier Sambaye, merci à M. Mouchagaloussa, aussi à M. Henri Kalimassi. C'est un réel plaisir, oui, un réel plaisir de partager toute cette année 2024 avec vous. Grand merci également à vous, aimables téléspectateurs, à vous, toute l'équipe technique qui nous a accompagnés, au directeur général Jean-Marie Kassamba qui se retrouve actuellement à Mbujimai dans le cadre toujours du travail. Voilà, donc Télé 50 reste avec vous, toujours à côté de vous pour vous accompagner également. Nous sommes là pour recevoir non seulement vos suggestions et critiques, pour nous permettre de nous améliorer pour l'année 2025. Pourvu que Dieu nous prête vie, on se retrouve le vendredi prochain. Ce sera le tout premier numéro de l'année 2025. Au revoir et à très bientôt.